Hello, welcome to Image Unique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Surtout que je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis en compagnie d'une femme inspirante, Lila. Elle est créatrice de la marque Back to Lomé. Elle est là pour nous en dire un peu plus sur cette marque, mais pas que. Aussi pour nous partager un peu de son parcours, la quête vers soi, le retour vers son identité réelle. Et les filles, franchement, vous avez beaucoup à apprendre. Donc, si ça vous intéresse, c'est tout de suite après le générique. Merci déjà Lila d'être là, d'avoir accepté. J'ai trop hâte que tu partages ton parcours que je connais un peu, qui m'a personnellement fortifiée. Donc je pense que ça va aider d'autres femmes. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots rapidement? Alors bonjour, donc moi je m'appelle Lila. Pardon. Alors donc bonjour, moi je m'appelle Lila, donc je suis juriste, entrepreneur dans le milieu de la mode et de la beauté et je suis également conseillère en images. Ok. Donc comme je le disais dans l'introduction, tu as un fort témoignage au niveau de la quête vers soi. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, parce que là on te voit justement, tu travailles dans la beauté, dans la mode, ça a l'air d'être trop bien, mais la vérité c'est que je sais que tu n'as pas toujours eu cette confiance en toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et quel a été le déclic vers le switch en fait entre une fille qui s'apprécie pas à je m'assume, je m'accepte comme je suis? Waouh, ça a été super long et je dois avouer qu'aujourd'hui je trouve que c'est très révélateur et moi ça me parle beaucoup le fait que je vienne avec une perruque parce que pendant des années c'était ça le signe de la non-acceptation chez moi et c'est vraiment ce qui a été pour moi l'élément où je me suis dit non en fait il faut vraiment que j'apprenne à m'accepter moi et aujourd'hui je suis avec une perruque mais j'ai mis des années à en reporter et aujourd'hui je pense et je suis convaincue qu'aujourd'hui je sais m'accepter telle que je suis. Et je réalise qu'aujourd'hui, les perruques, ce n'est plus le signe de ma beauté, mais plutôt le signe de l'acceptation de soi. Je pense que si on veut parler de l'acceptation de soi, en tout cas chez moi, il faut remonter à beaucoup, longtemps en arrière, et ça passe par l'enfance. Donc moi, personnellement, j'ai eu mon premier défrisage à l'âge de 3 ans. C'est vraiment très tôt. Je me rends compte aujourd'hui, maintenant que je suis plus âgée, je me rends compte que c'est quand même un peu chaud d'avoir Mais son c'est premier malheureusement défrisage à assez 3 ans. classique dans nos cultures. Bref. Clairement. Et donc, pourquoi un défrisage à 3 ans? Bah, j'étais à l'école et je me rendais compte que j'avais pas les mêmes cheveux que les gens autour de moi. À la maison, on ne savait pas faire. On ne savait pas prendre soin des cheveux, on ne savait pas tresser, alors que pour nous, c'est important, ça fait partie de la culture, mais à la maison, on ne savait pas faire. Et quand j'étais avec mes cheveux étaient durs, ils étaient secs, ils étaient cassants. Et donc, pour une maman, pour un entourage qui ne sait pas faire, c'est compliqué. Et pour moi, et dès très jeune, en fait, les cheveux crépus, c'était le signe de la négligence. Quand j'avais mes cheveux, j'avais les cheveux négligés parce qu'on ne savait pas en prendre soin. Et donc, en grandissant, j'ai grandi avec cette idée que les cheveux crépus, c'était négligé. Et aussi, à la maison, j'ai grandi dans une atmosphère assez compliquée. Il y avait d'un côté quelqu'un qui m'apportait beaucoup d'amour et qui me donnait des paroles valorisantes, des paroles d'estime de soi, qui me disait que j'étais belle, que j'étais intelligente. Et de l'autre côté, j'avais quelqu'un qui me disait constamment que j'étais moche, que j'étais bête, que je n'allais arriver à rien. Et j'ai grandi avec cette idée, en fait. Et je me suis dit, j'ai eu ces deux rivalités. J'ai eu la rivalité qui me disait, finalement, non, je peux arriver à faire ce que je veux. Et je suis belle, enfin, je suis une personne tout à fait normale. Et de l'autre côté, quelqu'un qui me disait, non, en fait, t'es moche, t'arriveras à rien. Et ça a beaucoup joué sur mon estime de moi. Et est venue la période du collège. On commence à voir le corps qui se développe. On commence un peu à regarder les modèles de beauté qui sont autour de nous. Tu es née, donc c'était en France? C'était en France. Voilà. Okay. C'était en France. Donc moi, je suis née au Togo, mais je suis venue ici à l'âge de 2 ans. Okay, donc en fait, j'ai grandi en France. J'ai grandi en France. Donc arrivé au collège, on commence à voir le corps qui se transforme, on commence à avoir davantage de regard sur soi. Il y a la famille qui nous habille un peu n'importe comment aussi. J'étais habillée n'importe comment. Franchement, l'école du collège, c'était compliqué. J'avais des copines, enfin, j'avais des gens autour de moi et j'ai commencé à vouloir m'identifier à des modèles de beauté. C'était l'époque où il y avait déjà les clips américains. Il y avait des femmes avec des longs tissages, avec... souvent très clair de peau d'ailleurs, dans les clips américains. Et donc j'ai commencé à vouloir m'identifier à ça, mais je me rendais compte que ça ne me ressemblait pas. C'était pas moi.
Et donc, j'ai commencé à développer vraiment un complexe. Je ne me trouvais pas forcément très jolie, parce que de toute façon, à la maison, c'est ce qu'on me disait. Parce qu'entre-temps, au collège, la personne qui me disait toutes ces paroles-là était décédée. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec la personne qui me disait toutes les paroles dévalorisantes. Et c'est cette période où ça a vraiment commencé à sortir. Où j'ai vraiment voulu avoir une identité. Et mon identité, finalement, c'était ça. C'était la personne qui essayait de s'en sortir avec les paroles qu'elle avait entendues avant. Et la personne qui avait des paroles négatives à la maison. Donc j'ai eu cette dualité à arriver au collège. Et donc j'ai reproduit mon éducation. Pour moi, on me disait que les cheveux crépus, c'était négligé. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour être davantage plus belle, en fait. Et c'est passé par la case coiffure. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris déjà plus petite. Pour être bien, pour être jolie, tu dois être coiffée. Parce que quand tu as les cheveux crépus, c'est négligé. Donc j'ai commencé à me coiffer. Donc très vite, j'ai commencé à faire des tresses assez régulièrement. J'ai commencé à me défriser les cheveux beaucoup plus souvent, puisque encore une fois, les cheveux crépus, c'était le signe de la négligence. Donc dès que je voyais des cheveux crépus, je les défrisais tout de suite. Ah, c'était vraiment radical, quoi. Ah ouais, La non, clairement. repousse. Ah non, je me défrisais les cheveux soit tous les mois ou soit tous les 3 mois, grand maximum. Mais vraiment, c'était, je voulais pas avoir de cheveux crépus. C'était no way. Pas de cheveux crépus. T'étais vraiment addict au défrisage. Ah mais clairement. Parce que chaque mois, c'est horrible. Enfin, c'est énorme, c'est agressif. Ouais. C'est super agressif et surtout que je savais pas en prendre soin. Donc pour moi, c'était vrai que les cheveux, c'était négligé parce qu'ils étaient secs et cassants. Donc dès qu'il y avait une petite repousse et que le peigne passait pas, pour moi, c'était la catastrophe. Donc je me coiffais souvent. Donc j'ai commencé à faire des tissages à cette époque aussi, au collège. C'est très tôt. Je me rends compte aujourd'hui, c'est vraiment très tôt. Mon premier tissage, c'était la catastrophe. Il était vilain. Mais après, j'ai rapidement appris à me coiffer toute seule. Et j'avais toujours des coiffures assez parfaites. Enfin, selon moi, parce que les photos disent pas pareil. Les photos disent pas pareil. Mais j'étais toujours avec mon tissage et... ça a continué jusqu'au lycée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème, parce que j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont dit, et notamment un garçon que j'avais rencontré avec qui j'étais depuis 2 ans, qui m'avait dit, mais en fait, j'ai jamais vu tes cheveux. Le jour où il a vu mes cheveux pour de vrai, il croyait que j'avais pas de cheveux. J'avoue que c'est quand même fort, hein. 2 ans, et c'est révélateur. 2 ans. Déclic, ok. Mais c'est très révélateur, parce qu'il m'a dit, ça fait 2 ans qu'on se connaît, et j'ai jamais vu tes cheveux, je croyais même que t'en avais pas. Ça m'a touchée, mais pas trop, parce que d'un côté, je savais que j'avais des cheveux, mais mes cheveux, pour moi, c'était juste pas moi, en fait. Donc, j'étais très à l'aise avec mes tissages. Et le chemin faisant, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à me rendre compte que il y avait peut-être un problème, mais je calculais pas. Parce que pour moi, je me sentais belle comme ça. Et effectivement, quand j'avais les cheveux défrisés, j'ai les cheveux de nature très fine, très souple aussi. Et donc, ça fait que quand j'avais les cheveux défrisés, les gens trouvaient que j'avais des très beaux cheveux. Parce qu'ils étaient très lisses, très posés comme ça. T'as les cheveux fins, ok. Qui, au vent, ils étaient comme ça et tout. Donc, les gens trouvaient ça très joli. Pareil, quand j'avais mes tissages, les gens me faisaient beaucoup de compliments. Mais quand j'étais avec moi, là, j'avais beaucoup moins de compliments. Donc j'ai commencé à comprendre, selon moi, que la personne qui était belle, c'était pas moi au naturel, mais c'était moi avec des tissages. Ou moi avec les cheveux défrisés, parce que c'était le moment où on me faisait le plus de compliments. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, un peu plus tard, que ça voulait juste dire que c'était le manque de confiance que j'avais en moi. Le fait que finalement, la véritable personne que j'étais, j'en prenais pas soin en fait. Je l'acceptais pas. Ça faisait que de l'intérieur, c'était ça que je ressentais. Et donc les gens le voyaient à l'extérieur. Donc c'était normal pour les gens de me sentir plus belle quand j'étais avec des tissages ou avec les cheveux défrisés, parce que c'était là où je retrouvais de la confiance. C'était l'image que tu renvoyais. Voilà. C'était exactement l'image que je renvoyais. Et les gens, du coup, ils faisaient en fonction de l'image que je leur présentais. Et le véritable déclic aussi, ça a été du coup... quand j'ai commencé à grandir dans ma foi, vraiment. Autant quand j'étais plus petite, j'avais déjà une spiritualité, mais j'ai commencé à grandir dans ma foi. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu comme un espèce de changement en moi. Où j'ai commencé à recevoir de l'amour, j'ai commencé à développer cette spiritualité que je connaissais pas avant, même si j'étais entourée, mais elle ne me concernait pas. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait peut-être un problème. Peut-être que moi, je m'aimais pas suffisamment. Et sauf que moi, j'ai la tête dure. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de... Têtue. Ah, je suis très têtue. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir des chocs. Et les chocs, ils sont venus de différentes manières. Le premier, c'est que c'était en 2009. Il y avait le mouvement Napi. Et finalement, je me suis dit, j'ai commencé à regarder des photos, j'ai commencé à me documenter. Et des vidéos surtout. Et je me suis rendu compte que finalement, le cheveu crépus, contrairement à ce que moi, j'avais connu juste avant, il peut être beau et long. Alors que
pour moi, c'était juste pas possible. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à m'y intéresser. Et moi, je suis quelqu'un d'assez radical. Quand j'ai envie de changer, quand j'ai envie de prendre des bonnes décisions, je pose des actes forts. Donc comme ça, coup de tête, j'ai décidé de me faire un big shop. J'ai big shopé, pour ceux qui mais ne connaissent vraiment. pas, tu as coupé tous tes cheveux défrisés. Donc c'était très très court. Ah, c'était très très Ok. court. Et franchement, ça m'allait pas du tout. Mais vraiment, là, sur le coup, si quelqu'un dit j'étais vilaine, moi-même, Mais il faut qu'on j'accepte. le dise que le big shop cheveux très courts, ça va pas à toutes les Ça têtes. va pas à tout le monde. Moi, clairement, ça Oui. ne m'allait pas. Mhm. Mais vraiment. Mais j'ai continué. Et je me rappelle que le jour où j'ai big shopé, il y avait mon petit frère à la maison. Et il m'a dit, mais t'es trop moche. Ah oui, ça devait être dur quand même. Il m'a dit, mais t'es trop vilaine comme ça, t'es plus ma sœur et tout. Il m'a dit, tu sors plus avec moi. J'ai dit, c'est pas grave, je m'en fiche. Ah, malheureusement. Là, j'ai dit, je m'en fiche. Clairement, parce que j'étais vraiment décidée. Je Mhm. m'étais dit, là, faut vraiment que je change. Mais bon, déjà, sachant que ça ne m'allait pas, j'ai trouvé une alternative. J'ai commencé à reporter des perruques. De toute façon, je savais que c'était quelque chose que je faisais. En même temps, je portais des perruques, en même temps, je prenais soin de mes cheveux. Il y avait cette dualité, parce que finalement, j'ai commencé à vouloir vraiment prendre soin de mes cheveux et les vouloir en bonne santé, les vouloir longs, etc. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis à avoir ma première expérience entrepreneuriale. Parce qu'en parallèle, j'ai créé Lila Coton. Donc, c'était un des premiers sites en 2009, je crois que j'ai créé, qui vendait des produits pour les cheveux crépus à très bas prix. Parce que je trouvais que déjà à cette époque, les produits n'étaient pas accessibles. Et pour moi, c'était important de les rendre accessibles. Donc, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, etc. Et il y avait Lila Coton. Franchement, j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup aidée en termes d'acceptation de soi. Vendre des produits pour les cheveux crépus, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, il y a eu cette période-là avec Lila Coton. Et j'ai commencé à développer cette société. Et aussi, l'acceptation de moi, l'acceptation de mes cheveux crépus. Sauf que le déclic n'était pas assez suffisant. Il y en a eu 2 autres. Le premier, c'est je ne sais pas comment ça se fait. Un jour, chez moi, je suis rentrée et il y avait un espèce de prospectus qui disait, et cette phrase m'a choquée, enfin en tout cas m'a marquée, elle disait, c'est un pasteur qui parlait et qui disait mes sœurs noires utilisent les artifices, que ce soit le maquillage ou les faux cheveux, pour se rendre plus belles qu'elles ne le sont. Parce qu'elles ne savent pas s'accepter elles-mêmes. Et j'avoue que ça m'a marquée parce que moi, c'était exactement ce que je faisais en fait. Pour moi, les tissages, etc., c'était la manière dont je faisais pour pouvoir m'accepter moi. Parce qu'effectivement, c'était le moment où je me sentais plus belle. Et ça m'a marquée, mais ça n'a pas été suffisant. Il y en a eu encore un autre où un jour... Je devais aller à l'école et j'avais posé ma perruque sur ma tête. Seigneur. Non, franchement, des fois. Donc, je pose ma perruque sur moi et tout. Et je me sentais vraiment fraîche. C'était un matin, j'allais à la fac. Et je rencontre une de mes tantes dans la rue et tout. Je fais, ah, bonjour tata, comment ça va et tout. Nanana. Ma tante, elle dit, ah, ça va. Et puis là, je me retourne. Je sais pas comment ça se fait. Et puis, je me retourne. Et puis, la perruque tombe. J'ai fait, Là, c'est vraiment une honte. Ça, c'est vraiment une honte. J'ai fait non, c'est pas possible. Oh. Donc je ramasse ma perruque, je la remets sur ma tête. Et au moment où je la ramasse, je lève ma tête, il y avait un homme qui me regardait, un frère noir. Et en fait, son regard, il était un peu désespéré, genre, oh, franchement, nos sœurs là, c'est trop. Et en fait, ce regard-là m'a marqué en fait. Je me suis dit, ah ouais, pardon, j'ai remis ma perruque, je l'ai repostée comme ça. Et puis j'ai continué mon chemin. Mais ça m'a quand même marqué. C'était le déclic. Ouais, là, c'était vraiment le véritable déclic. Les jours sont passés et j'ai continué quand même à poser. Parce que moi, j'ai continué à poser ma perruque. Et je me rappelle ce jour-là, je devais reposer ma perruque et finalement, je me suis regardée dans le miroir en fait. Et j'ai eu cette phrase où je me suis dit, mais en fait, qui a décidé que c'était ça qui faisait ma beauté? Qui a décidé que ça devait être moi comme ça? Qui a décidé que pour qu'une femme soit belle, elle doit avoir des artifices? Parce qu'entre-temps, je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé à me maquiller à l'âge de 18 ans. Et à partir de là, je ne pouvais pas sortir sans maquillage. Ouais, il y a eu les deux. Il y a eu le maquillage et les tissages. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, non. Je ne veux pas que ce soit moi. Et je ne veux pas que ce soit la personne que je vais montrer aux gens. Et à partir de ce moment-là, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, non, en fait, la véritable personne que je veux être, c'est moi, sans aucun artifice. J'ai retiré ma perruque. À partir de là, j'ai arrêté d'en porter. J'ai arrêté de me maquiller. J'ai été intentionnelle. Et je pense véritablement qu'à un moment donné dans sa vie, quand on veut sortir d'un certain cadre, il faut être intentionnel. Il faut vraiment poser des actes forts. Et moi, c'est véritablement ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai arrêté de porter maquillage, perruque, même les mèches, alors que j'en portais de temps en temps, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, il est temps que je m'accepte comme je suis. Et si je ne fais pas ça, et j'avais vraiment la conviction forte que je devais changer ça, je ne changerai jamais. Donc j'ai arrêté. Maquillage, perruque. Et j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Et franchement,
on a vraiment vu une La transformation. libération, ouais. Ah, mais ça m'a vraiment libérée. Parce que finalement, il me fallait ça, en fait. Parce que tant que je ne prenais pas véritablement soin de mes cheveux n'étaient pas beaux. Mhm. Tant que je ne prenais pas suffisamment conscience de leur beauté, bah, je le reflétais à l'extérieur. Mhm. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir énormément de compliments sur mes cheveux. Les gens commencent à me demander, mais comment tu fais? Et ça m'a vraiment remotivée. Et comme je disais, j'ai arrêté le maquillage aussi. Et j'ai appris aussi à me découvrir moi. Sortir sans maquillage, des fois je me sentais nue. Mais à partir de là, Je comprends. bah, je me suis sentie délivrée. En fait, j'arrivais à avoir de l'assurance avec la véritable moi. Mm. Et ça m'a vraiment délivrée. Et aujourd'hui, bah, j'arrive à me remaquiller. J'arrive à reporter des perruques. Mm. Ça faisait des années que j'en avais pas porté. Mais pour moi, c'est très révélateur du fait que je me suis vraiment acceptée moi. Justement, ça Véritablement. va, j'en venais même à la Ouais. suite. Tu as, on voit que vraiment, toi, le complexe le plus gros que tu avais restait quand même les cheveux. Il y Ouais. avait la peau et tout, mais c'était les cheveux. Clairement. Et qu'est-ce que tu penses justement des débats, tu vois, un peu... enfin, par rapport à ton passé, bon, là, du coup, tu remets une perruque, mais tu sais, il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Et on en fait partie, hein, où on prend vraiment le naturel. Mais est-ce que pour toi, vraiment, du coup, les perruques lisses, tout ça, c'est quoi ton avis dessus? Est-ce que c'est forcément mauvais? Est-ce que tu pourrais en reporter aujourd'hui? Parce que là, c'est assez crépus. Bref, dis-nous un peu ce que tu penses sur ce débat. Alors déjà, je trouve que... Alors ça, c'est vraiment moi. Mais déjà, le fait qu'il y a un débat autour des cheveux, c'est très révélateur et c'est très parlant. Parce que finalement, s'il y a autant de débats autour des cheveux, c'est peut-être preuve que les cheveux, ça fait partie de notre identité. Pour moi, il n'y a pas de problème à porter des tissages, des mèches, etc. Mais par contre, pour moi, ça devient véritablement un problème quand ça devient notre identité. Quand la personne que les gens voient le plus souvent, ce n'est pas nous naturellement, mais c'est nous avec des artifices. Moi, c'est là que ça devient gênant. Et aussi, moi, mon problème avec ça, hein, il y en a plusieurs, mais déjà, le premier, c'est que, déjà, aujourd'hui, on vend des mèches antibactériennes, par exemple. Donc, ça veut dire que pendant des années... C'est ce que j'ai d'ailleurs là. Ouais, c'est-à-dire que pendant des années, et encore aujourd'hui, on nous vend des mèches avec des bactéries, enfin, qui développent des bactéries. Enfin, c'est très parlant. Il y a des colorants, on ne sait pas comment ils sont faits. Moi, par exemple, je sais que des fois, quand je fais des mèches et que je me coiffe toute seule, j'ai les doigts irrités. Oui. On ne sait pas ce qu'on nous met dedans. Et au-delà de ça, moi, je pense véritablement qu'il faut d'abord que ce soit un accessoire. Moi, je considère que, limite, là, si je l'enlève, je le ferai pas. Mais c'est un accessoire, en fait. C'est pas ça qui fait qui je suis. Qui je suis, c'est qui je suis Et véritablement. tu as gardé quelque chose de proche de ta texture. Ouais, clairement. Et c'est pour ça, du coup, pour en revenir à ta question, est-ce que je pourrais partir sur des cheveux lisses? Ouais, si de temps en temps, je me lisse déjà les cheveux. Je pourrais avoir des cheveux lisses, mais pour moi, il faut que ça se rapproche généralement le plus de ma texture naturelle, parce que pour moi, c'est juste... Aujourd'hui, ça repose mes cheveux. Ça me repose, ça me permet de gagner du temps le matin. Et moi, je veux, et c'est en accord avec mon identité à moi, je veux que ce soit proche de qui je suis et de ce que je veux présenter au monde. Et je pense que c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Qu'est-ce qu'on veut que les gens voient? Moi, je veux que les gens voient quelque chose qui me ressemble, qui est véritablement moi. Bon, là, c'est pas véritablement moi, mais ça s'en rapproche. Ça se rapproche, ouais. Et ouais, pour moi, c'est très important. Non, mais c'est important. Et comme Lila l'a dit, j'ai des tresses. Vous savez que Cindy parle tout le temps de... J'ai tout le temps mes cheveux naturels aussi. Mais on n'est pas contre, en fait. On peut changer de temps en temps. Mais ça reste proche de ma culture aussi africaine. Parce que j'ai le côté africain. Et pour moi, c'est plus en accord avec qui je suis. Donc, on n'est pas contre, mais vraiment, c'est juste quelles sont les intentions encore de ton cœur, quoi. Là, on va passer à la partie, donc, Back to Lomé, qui est ta marque. Du coup, alors, je crois que... Donc, c'est une marque d'accessoires, Back to Lomé, que... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, tout simplement, sur la vision et déjà le nom, donc, que là, vous allez voir apparaître normalement. Donc là, on voit les créations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la vision et pourquoi déjà ce nom, en fait, aussi porteur? Ok, alors déjà, Back to Lomé, comme je l'ai dit, moi je suis née au Togo. Je suis venue très vite en France, donc j'avais 2 ans, j'étais encore bébé. Et pour moi, Back to Lomé, c'est le retour aux sources. Retour chez moi, retour à ce qui m'a fait, parce que je suis africaine avant tout, et d'où je viens. C'est vraiment très important. Et pour moi, Back to Lomé aussi, c'est le retour à la source. Et pour moi, la source, c'est retour aussi au créateur. Pour moi, en fait, Back to Lomé, c'est vraiment une ode à l'Afrique. Mais vraiment, j'essaye, au travers de cette marque, de mettre en avant la créativité de chez moi. Et c'est aussi Back to, c'est un mouvement, c'est le retour vers. Et c'est aussi qui tu es aujourd'hui que tu ramènes là-bas. Mais on comprend que c'est qui tu es aujourd'hui qui va là-bas, mais c'est ce qui est là-bas qui t'enrichit.
Donc, Back to Lomé, c'est le retour à la source, et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. D'accord, donc à la base, je sais que c'était une marque, tu voulais vendre du prêt-à-porter. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est que des accessoires. Ouais. Pourquoi? Ah là là, très longue histoire, mais je vais le faire vraiment très court. Ouais. Back to Lomé, on va dire que les accessoires aujourd'hui, c'est limite un accident. Ok. Clairement, c'est clairement un accident. Je vais vous raconter un peu. Back to Lomé, c'est une marque que j'ai pensée en 2017, quand je suis partie pour la deuxième fois au Togo. Et j'ai eu envie de faire des vêtements parce que j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup les vêtements. Et ma première expérience s'est très mal passée. J'ai fait appel à un artisan qui a totalement changé mes modèles, alors que c'est pas ce que je lui demandais. Ensuite, après, j'ai eu des problèmes avec les tailles standardisées. Les personnes à qui j'ai confié les vêtements ne savaient pas faire des tailles standardisées. Donc, je leur donnais un modèle à faire et ils avaient du mal à les reproduire. Après, j'ai eu des problèmes avec les finitions. Et donc là, pour moi, c'était la goutte d'eau. Et donc, j'ai fait des accessoires entre-temps, parce que, par exemple, les accessoires que je vends actuellement sur Back to Lomé, c'est des choses assez traditionnelles chez moi. Et donc, j'ai voulu mettre ça en avant, mais ça ne devait pas être l'activité principale de la boîte. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de restructurer le tout pour vraiment pouvoir proposer des vêtements. Ouais. Et je sais que justement, tu as parlé de ce problème de finition, mais en vrai, bon, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. C'est un problème qu'on retrouve un peu en Afrique, dans le sens, en tout cas, Afrique de l'Ouest. Parce que je sais qu'à l'Est, au Sud, c'est différent à ce niveau. Mais j'y étais, par exemple, cet été avec mon mari, et moi, j'ai remarqué qu'en fait, il y a, je dirais même, oui, 3 extrêmes. C'est-à-dire que soit tu as des créateurs qui sont très bons, très doués, mais vraiment les prix sont inaccessibles pour la classe moyenne. C'est-à-dire que même moi qui ai grandi en Afrique d'un cadre assez confortable, je réfléchis avant. C'est vraiment les élites, tu vois. Je vais pas mettre 1000 € dans une tenue, non, c'est pas possible. Donc tu as cette catégorie et après tu as un autre extrême, c'est donc la classe moyenne, on va dire, et encore. Et cet été, par exemple, j'y étais, c'est, on va dire, l'équivalent des grandes chaînes ici. J'ai acheté 2 ensembles pour quand même 200 €. C'est-à-dire que même ici, tu vois, je n'achèterais pas comme ça, donc ça reste cher. Et il y avait ce même problème de finition. C'est-à-dire que j'ai acheté 200 € une taille 36, mais qui en vrai était du 40. Et j'ai dû faire retoucher, arriver à Paris, donc au moins 50 € de plus. Donc finalement, 250 €, c'est déjà un budget. C'est pas accessible à la classe, à la population locale. Ou tu as le tailleur du quartier qui va te faire ton modèle, mais tu n'es pas du tout à l'aise. Et je me pose la question, puisque toi, c'est un peu peut-être dans l'une des missions de ta marque, c'est d'où vient le problème en vrai? Parce que qu'est-ce que nous on peut faire à notre échelle pour faire changer ça? Parce que finalement il n'y a pas de juste milieu. Et c'est pour ça que moi perso je porte pas énormément de tenues africaines, j'aimerais, mais je me sens pas à l'aise dans mes tenues et je vais pas mettre 1000 € à chaque fois ou 400, autant d'argent pour m'habiller quoi. Ouais. Alors déjà, moi je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, le problème principal, je pense que c'est l'absence de formation. En Afrique, on fait beaucoup, en tout cas en Afrique de l'Ouest, je vais parler pour ce que je sais, en tout cas au Togo, je vais pas parler pour les autres pays. On est très habitué au sur-mesure. Donc en fait, on va chez le tailleur, il nous prend nos mesures, il nous fait une tenue sur mesure. Mais on ne sait pas faire des tailles standardisées parce que ce n'est pas ce que les gens font le plus souvent. On n'a pas encore la culture d'aller dans un magasin et de prendre un vêtement et de repartir avec. Non. Quand on a un vêtement à faire, on va, d'ailleurs, pour les vêtements déjà sur mesure, enfin déjà faits en taille standardisée, on va dans les friperies. Parce que c'est comme ça aussi en Côte d'Ivoire, mais au Togo en tout cas c'est ça. Et pour ce qui est des bonnes tenues, on va chez le tailleur. Et je pense oui, effectivement, c'est un problème de formation. Moi, par exemple, les personnes à qui j'ai fait appel m'ont dit mais on n'est pas formé pour ça, on ne sait pas faire. Et en soi, on ne peut pas leur en vouloir parce que le marché n'est pas forcément... Il est mûr pour ça, mais peu de personnes ont pris à bras le corps le fait de pouvoir proposer des vêtements en taille standardisée. Et moi, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais du coup. Moi, je pense que dans ce que tu dis, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le problème, c'est que les créateurs de là-bas ne sont pas ancrés dans le marché. En fait, tout de suite, ils vont viser l'Occident ou tout de suite, ils vont viser les classes élevées, que ce soit les classes moyennes ou les classes élevées. Je trouve que c'est un problème aussi parce que finalement, quand tu es dans un marché, il faut savoir t'adapter au marché dans lequel tu es. Donc pour moi, il faudrait faire plusieurs gammes, peut-être. Faire une gamme normale. Un positionnement, ouais. Avoir un positionnement, c'est exactement ça. Avoir un positionnement classique, toucher les personnes qui sont là avec les mensurations de là-bas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On y revient. Un 36 d'ici. C'est vrai comment le 36 d'ici, c'est pas le 36 de la vraie en guillemets. Ça va être cliché ce que je vais dire, donc prenez du recul, mais de la vraie femme ivoirienne en fait. Il y a très peu qui ont ma taille. Ah mais clairement là ici, par exemple même moi ici là, ça c'est pas une taille de là-bas. Enfin les mannequins au Togo, elles ont pas ma taille, elles sont beaucoup plus en forme, on va dire ça comme on aime bien dire en Afrique. Et donc moi je pense qu'il faut savoir se positionner dans le marché dans lequel tu es. Donc tu fais en fonction de ta population, tu prends des prix qui sont abordables pour ta population. Moi, je dirais, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, c'est McDo. McDo, en fonction du pays où ils ont des adaptations. Quand tu vas manger chez McDo en Inde, c'est pas McDo
États-Unis. C'est vrai, Quand tu effectivement. manges Très bon chez exemple, McDo ouais. États-Unis et France, c'est pas du tout pareil. Donc je pense qu'il faut savoir s'adapter à ça. Et après, oui, il faut peut-être avoir un positionnement plus élevé pour d'autres types de personnes qu'on veut toucher. Mais ouais, moi je pense que les marques devraient s'adapter. Et aussi, il faudrait qu'il y ait aussi des marques qui, peut-être pas s'adaptent, mais des marques qui prennent juste ce marché-là. Voilà ce que j'allais dire. Je peux comprendre Ouais. aussi qu'une marque veut faire du luxe. C'est Clairement. totalement ok. Mais c'est juste que souvent là-bas, les grands créateurs, en fait, on tape que dans Ouais. le luxe, mais il y a tout le reste de la population qui est un peu oublié. Donc, C'est ça. c'est le bon plan, comme tu dis. Il faut qu'il y ait de plus en plus aussi qui puissent se ça. positionner au niveau de la classe moyenne, je me dirais, Clairement. ou même entrée de gamme. Et il y a aussi un autre point que je voulais rebondir, c'est quand tu as dit le problème pour moi, enfin l'un des problèmes aussi que j'ai pu quand je suis partie à Abidjan sur Instagram, tu sais, je fais souvent des talks, il y a beaucoup de créateurs qui me répondaient, il y en a qui me disaient l'un des problèmes aussi c'est les mentalités, dans le sens où en général, Clairement. les parents africains négligent tout ce qui est art, culture. Et elle me disait on a déjà ce problème, que les parents, ton enfant va te dire je suis intéressé par la couture. Ça, c'est pas un vrai métier. Donc, forcément, ça suit. Les politiques aussi ne suivent pas. Donc, il n'y a pas vraiment d'école. Donc, ça fait que, elle me disait, il y en a une que c'est moi qui ai fait l'Europe qui doit leur apprendre. Mais c'est Cindy, elle me disait, tu t'en rends pas compte comment chaque jour je me bats. Parce que déjà, il y a toute plein de pensées que je dois déconstruire par rapport à ce que les parents leur ont dit et autres. Et surtout, elle me disait aussi que, en tout cas, la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne, malheureusement, d'ailleurs, je m'adresse à eux, que maintenant, en fait, ils s'intéressent plus au travail. En fait, que c'est le show-off. Et que il y a vraiment ce problème. Elle me disait, il faut vraiment que la jeunesse prenne conscience que les choses vont changer par nous, en fait. Je suis d'accord. Par nous. Donc, vraiment, je pense que ça rejoint. Donc, moi, je sais que j'essaie de le faire justement au travers de ce genre d'émission. Toi, par ta marque et... Continuons. Donc vraiment, et quels sont ce que tu peux dévoiler, hein, bien sûr, hein, les projets de Back to Lomé court moyen terme, ce que tu peux dévoiler. Alors court terme déjà, sortir les vêtements. Là, je pense que je suis dans une bonne voie. Déjà, moi, je me forme déjà, moi personnellement, j'ai pris des cours de couture. Je suis en train de prendre des cours de couture et je vais me former à faire des tailles standardisées, donc tant qu'à faire. Hein. Après, à moyen terme, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais créer un centre de formation. Vraiment. Trop bien. Pour aider les jeunes, parce qu'il y a énormément de talent chez nous. Et moi, je m'en suis rendu compte. Par exemple, moi, je le vois avec mes accessoires. La personne qui me fait mes accessoires, c'est un jeune, super débrouillard. Ça me fait penser à ton histoire de finition, parce que la première collection, il m'a fait des trucs qui étaient très bien, mais les finitions n'étaient pas du tout là. Et par contre, je lui ai dit juste après, il a corrigé et franchement, il m'a fait des sacs, mais vraiment top. Donc, les gens ont du talent. C'est bien d'ailleurs que tu dis ça parce qu'elle me disait il y a quelques rares qui en veulent et même s'ils font mal quand on rectifie, elle me dit un an après, tu les vois à un autre niveau. Quoi. Clairement. Donc, c'est encore une fois de vouloir. Ouais, et clairement, donc les gens ont du talent. Et moi, j'avoue que je suis vraiment beaucoup orientée sur les femmes aussi. Parce que voilà, c'est mon coup de cœur, c'est mon battement de cœur. Et je voudrais, oui, que les femmes se forment. Et peut-être par là, hein, par ce centre de formation, même si c'est pas pour travailler pour moi, peut-être pour travailler pour quelqu'un d'autre, mais qu'elles puissent s'émanciper grâce à ça. Et sortir de leurs conditions, quand elles ont des conditions difficiles. Donc oui, un centre de formation. Et au-delà, donc à long terme, vraiment long terme, mais peut-être si ça peut arriver très vite, j'en serais vraiment honorée à avoir plein d'activités. Vraiment que Back to Lomé, ça devienne un écosystème et même un acteur de l'économie locale, mais ici aussi. Parce que j'ai des projets pour ici, au travers de cette marque. Et ce serait vraiment, oui, avoir des orphelinats, enfin, qui est vraiment quelque chose qui tourne autour de cette marque. Et c'est vraiment mon ambition. Bah, franchement, on te le souhaite. Hein. De toute façon, il faut travailler. Il faut travailler, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu aurais un message à passer à la communauté autour de l'entrepreneuriat, si quelqu'un souhaite se lancer, ou alors de l'identité Alors, je vais partir sur l'entrepreneuriat, du coup, vu qu'on a parlé de ça. Moi, j'aurais plusieurs choses à dire. Déjà, je pense qu'il y a une question de timing. On n'en parle peut-être pas assez. Par exemple, moi, j'ai dit, je suis juriste, c'est mon activité, mais je suis également entrepreneur. Et je pense qu'on oublie de dire aux gens de se lancer dans le bon timing. Et par exemple, moi, je suis salariée en même temps et il y a des opportunités, il y a des avantages à être salarié et entrepreneur. Déjà, en termes financiers, c'est une sécurité. Mais même au-delà de ça, ça permet de mettre de l'argent de côté. Par exemple, moi, aujourd'hui, si je peux faire ma marque, c'est parce que j'ai un travail qui me permet de mettre de l'argent de côté. Et ça, c'est quelque chose que je dirais à quelqu'un, vraiment, c'est prendre le temps de se constituer de l'argent pour pouvoir faire un projet qui nous ressemble, pour pouvoir investir dans ce qui est important. Par exemple, le marketing, même dans la qualité de sa marque, c'est super important. Et aussi, je dirais aux gens, une fois qu'on est lancé, avoir de la persévérance. C'est super important. Et au-delà, ça revient aussi à moi, pourquoi j'entreprends dans le milieu de la mode
et de l'identité, c'est ne pas oublier sa vision. Mhm. C'est super important parce que c'est à la vision qu'on s'accroche et c'est la raison d'être du business. Donc, ouais, c'est ce que je dirais. Bah, c'est sur ces beaux mots qu'on va se quitter. Je crois que j'ai vraiment rien à rajouter, qu'elle a déjà tout dit. Je vous mettrai tous les coordonnées si vous souhaitez la contacter, le lien de sa marque en barre d'informations. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Plaisir Je pense partagé. que la Merci vidéo beaucoup. est riche, riche, riche. Juste, il y a une tradition ici. Tous les invités qui viennent doivent regarder la caméra et dire qu'ils sont précieux et uniques. Vous êtes précieuse, précieux et unique. Voilà, merci, à bientôt. À Bye. bientôt. Bye.